comme vous le voyez derrière moi, c'est un gros chantier. Il y a pas mal de semaines d'installation sur site, avec toutes les équipes, évidemment, l'agenceur, les équipes graphisme, les équipes de lumière. On est ici sur environ 700 mètres carrés. Si la fonction d'un musée comme Orsay est bien sûr de mettre en avant les œuvres d'art elles-mêmes, c'est aussi un musée qui traite d'une période, le second 19e siècle, une période incroyable d'inventivité scientifique, technologique. C'est une manière aussi de faire découvrir ces techniques à un public plus traditionnel. C'est une manière tout autant de faire venir un public friand de ces expériences dans un musée, lui, qui présente des œuvres d'art. C'est une expérience grand public, mais que ne renieront pas les scientifiques, tellement c'est fondé sur des recherches précises dans l'accrochage, les lumières, les costumes. Mais le but est vraiment de nous replonger dans cette période. Il n'y a aucune représentation de l'exposition impressionniste, ni de l'extérieur ni de l'intérieur. Nadar était quand même une personnalité extrêmement connue, donc l'ensemble du fonds Nadar a été donné par son fils à la Bibliothèque nationale. Donc en fait, elles sont toutes conservées et une grande partie sont numérisées. Après, je ne sais plus combien il y a de clichés, plusieurs milliers de clichés, mais il n'y en a qu'une dizaine qui concernent l'atelier de Nadar proprement dit. Mais ce qui était intéressant, c'est que par ailleurs, son atelier servait de studio photo. Donc parfois, c'est en allant chercher aussi des photographies des personnalités qui étaient prises dans le studio, qu'on voyait à quoi ressemblait le studio. Mais surtout, il y a une dizaine de photographies que lui avait faites de l'ensemble de son studio. C'est assimilable un petit peu aux ateliers d'artistes au 19e, c'est-à-dire que ça ne va pas être un hangar vide sur lequel on va poser des éclairages, ça va être meublé avec des meubles de luxe, avec des tableaux, des faïences partout, etc. etc. C'est pas encore tout à fait le sujet des impressionnistes, sauf que pour arriver à comprendre dans quel lieu était l'exposition impressionniste, il fallait quand même d'abord se poser la question de savoir comment était l'atelier de Nadar. L'intérêt de notre travail de reconstitution, c'est non seulement on fait une modélisation, c'est-à-dire qu'on reconstruit l'ensemble des volumes de l'architecture du lieu que l'on doit faire, mais ça s'accompagne effectivement par une recherche visuelle, esthétique, de savoir à quoi ressemblait le bâtiment. C'est pas que les volumes, c'est aussi les matières, les couleurs, les textures, les brillances, comment le bâtiment est orienté, par où vient la lumière, pour essayer de s'approcher au plus près de l'aspect et du ressenti que l'on avait à la perception de ce bâtiment, que ce soit intérieur ou que ce soit extérieur. Nous, co-commissaires, avons été consultés à chaque étape de l'élaboration du projet, pour tout son aspect visuel, au moment de la définition des espaces de la première exposition impressionniste. Donc on a travaillé avec les experts en modélisation, ce qui a été extrêmement riche d'enseignements, et en même temps on a aidé à nourrir leur travail sur la reconstitution en 3D de cette rue et puis de cet atelier. Et puis vous avez travaillé sur le dévers de certains tableaux. Voilà, qu'on avait trouvé trop plaqués au mur. Voilà, et donc, alors, après, effectivement, suivant l'angle de vue, il y a parfois ça paraît trop fort, donc oui. On a essayé de jauger pour que, notamment dans les angles, comme par exemple le tableau du pêcheur est assez grand. Cette direction scientifique, elle est très différente selon qu'il s'agit de l'exposition qui va être présentée dans les salles ou de l'expérience immersive. Pour l'expédition immersive, c'est accompagner les équipes pour reconstituer les espaces, l'accrochage, la présentation des œuvres. C'est les accompagner aussi pour mieux cerner le contexte, les événements clés, le scénario. Il a été dès le départ question de proposer quelque chose de nouveau pour le lieu qui est hors norme. Derrière moi, on a un exemple sur une scène qui est très particulière, qui est un peu charnière sur le projet. On se retrouve au Havre avant l'exposition, c'est dans le cadre d'un flashback à la rencontre de Claude Monet. Et donc ici, il s'agissait de à la fois évoquer de manière légèrement surréaliste les teintes et l'atmosphère qui a envoûté Claude Monet et qui a suscité chez lui une impression, tout en restant dans le réalisme. Donc là, il y avait un vrai parti pris et ça a pas mal challengé nos équipes sur l'éclairage notamment. On a des ombres qui sont bleutées, des lumières qui sont rosées, donc des choses qu'on n'a pas tout à fait dans la nature. Au final, un bel équilibre sur la rencontre avec le peintre qui sera ici devant son œuvre. Ce qui est très intéressant à mon sens, c'est à la fois de faire revivre au public cette expérience telle que les visiteurs de l'époque ont pu la vivre, et aussi de mettre en exergue les liens qui unissaient les peintres, à la fois leurs amitiés, leurs petites querelles, et de comprendre en fait quels ont été les différents éléments déclencheurs qui ont permis, à l'occasion de cette exposition, de faire naître le mouvement impressionniste aux yeux du grand public. Pissarro! Oh, il m'a fait peur. Monet par tous les diables, mon ami, ne nous faites pas de telles frayeurs. Où sont donc Sisley et les autres? Je m'attendais à une faction de paysagistes prêts à en découdre avec la critique, et je vous trouve seul au poste. Il vous aurait fallu pour cela arriver un peu plus tôt, mon cher. Vous ne trouverez ce soir qu'une poignée d'entre nous.
Pour parvenir à écrire cette expérience, j'ai reçu de Gédéon une très large documentation qui portait à la fois sur la carrière des peintres, leur tempérament, les enjeux de leurs relations. Et mon rôle en fait a été d'extraire de cette large documentation des extraits qui me semblaient pertinents à la fois pour mettre en avant la naissance du mouvement impressionniste, mais à la fois des éléments qui permettent de mettre en exergue leurs relations entre eux. On a la chance sur cette expérience de pouvoir se rapprocher de l'étoile à des échelles immenses. On va sur ces focus tableaux et là, il faut savoir comment les peintres nous parleraient à nous de leurs œuvres. Leurs mots ont été choisis très délicatement, avec beaucoup de soin par nous et les commissaires. Comme conservatrice, on a l'impression de vivre depuis des dizaines d'années en fait, avec ces artistes disparus depuis bien longtemps. On a lu leurs lettres, on a regardé leurs tableaux, on connaît leurs portraits, etc. On a voulu accompagner l'équipe aussi pour incarner au plus juste ces personnalités si importantes pour l'histoire de cette exposition et pour l'histoire de l'art en général. Les comédiens ils sont traqués avec ces petits marqueurs. Qui sont en fait une petite boule de mousse avec du papier réfléchissant. Et le fonctionnement, c'est que des caméras qui sont placées tout autour des comédiens envoient des infrarouges sur ces petits marqueurs. Ces infrarouges sont reflétés et les caméras ont un système intérieur qui leur permet de savoir où est placé ce marqueur dans un espace. Ce qu'on récupère sur les écrans, ça va être juste la position de ce marqueur dans un espace 3D. Ce qui est pratique justement, c'est quand on a déjà un décor 3D, du coup on peut arriver à placer des éléments qui vont être utiles dans la scène. Par exemple là, on a une scène avec, on voit qu'il va y avoir des socles avec des sculptures. On sait que les comédiens vont devoir jouer dans cette scène. Donc nous, on va essayer de replacer ces éléments-là pour éviter que les acteurs pénètrent à travers le socle. Il faut toujours prendre en considération le fait que la scène se déroule dans un espace défini avec des acteurs principaux qui seront présents dans l'animation. Mais il faut prendre en compte le fait que le public puisse être placé à un certain endroit, pas être au-dessus du vide, idéalement pas trop rentrer dans des éléments de décor. Sur le projet, j'incarne plusieurs personnages. Par exemple, Paul Durand-Ruel, qui était un homme qui a beaucoup soutenu les impressionnistes au moment où personne ne les soutenait. J'interprète aussi Monet, Renoir, Pissarro, plusieurs personnages. Ça arrive de jouer des séquences où je joue un personnage qui parle à un autre personnage mais qui n'est pas capturé. Et dans la séquence d'après, de jouer le personnage qui n'était pas capturé, qui répond au personnage à qui je parlais avant. Donc il y a des bugs.